Donc moi, je suis Yon Tillier, je suis le directeur adjoint du comité régional des pêches, organisation professionnelle des marins-pêcheurs et des pêcheurs à pied professionnels dans la région de Pays de la Loire. J'imagine, sans vous voir, que je connais un certain nombre de têtes dans vos rangs, puisque moi j'ai accompagné le déploiement de ce projet éolien depuis le début des années 2010 pour les marins-pêcheurs, faisant le lien effectivement entre les marins-pêcheurs et le reste du monde, et notamment les services de l'État pour en arriver à la réponse à la question. Euh, bon, sur ce projet qui était clairement un projet, alors pilote pas au sens consacré du terme, mais pilote parce que c'est bien lui qui a défini les manières de faire. Et les manières de faire tant d'un point de vue opérationnel et industriel certainement, que les manières de faire en termes de procédure côté État. Et en ce sens, les relations qu'ont pu avoir, alors les marins-pêcheurs, mais pas uniquement, hein, je pense l'ensemble des usagers de la mer avec les services de l'État, ont été des relations de co-travail sur ce projet, de co-travail pour justement contribuer à définir, à affiner les procédures et surtout à trouver les bonnes sorties aux procédures, les solutions concrètes qui font que sur le terrain, on arrive à gérer de la cohabitation, que dans les réunions, on arrive à mener des processus de concertation concluants, etc. Ça a donc été sur ce projet avant tout des démarches partenariales en fait avec les services de l'État, qu'il s'agisse d'ailleurs de la DIRM, de la DDTM ou de la préfecture maritime. En termes de recommandations, hors volet spatial, c'est-à-dire choix de zone et ce genre de choses, ce que je pourrais aujourd'hui formuler, c'est du côté des marins-pêcheurs, la plus grande attention à porter autour du sujet de l'accélération. Je m'explique. On peut certainement accélérer sur beaucoup de choses, si ça a un sens et un intérêt général avéré. Il y a néanmoins voilà, certains temps, des temps de concertation, des temps de résolution de problèmes, hein, chercher les bonnes mesures pour éviter, pour réduire les effets d'un parc. Ces temps-là sont des temps sur lesquels, de l'expérience que je peux avoir sur les différents projets sur lesquels j'ai travaillé, euh, on ne peut pas rogner en fait. Voilà, on ne peut pas rogner. Il y a nécessairement à inventer des choses collectivement, à challenger des processus, à challenger de la technologie pour arriver à des solutions. Et ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Bon, je vais pas vous refaire tout le topo hein, qu'on a pu faire hier parce que ça durait plus de 40 minutes effectivement en termes d'intervention, mais peut-être juste à mode d'introduction, vous rappelez que là, je vais vous exprimer des éléments qui ont été formulés conjointement par l'ensemble des organisations professionnelles pêche de la façade NAMO, donc les comités des pêches à la fois bretons et le COREPEM, donc, qui regroupe les marins-pêcheurs et les pêcheurs à pied donc, de Loire-Atlantique et de Vendée, et vous exprimer peut-être, avant de rentrer dans ce détail des zones d'importance, quelques grands éléments cadres à avoir en tête. Tout d'abord, le fait que l'activité de pêche sur la façade de Namo est la plus importante, hein, place cette interrégion au premier rang de la pêche française et que le maillon production, donc le premier de la filière, est particulièrement notable avec plus de 40% de la flotte en fait, hein, qui se trouve entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc, je vous laisserai retourner si vous voulez avoir des chiffres en détail sur le PowerPoint mis en ligne en lien avec le webinaire, mais euh, les caractéristiques particulières hein, de cette activité d'un point de vue production, c'est qu'on a dans cette interrégion des pêcheries très très polyvalentes et diversifiées. On n'est clairement pas sur un monotype, en fait, cohabite à la fois des arts dormants, des arts traînants, ciblant une grande, grande variété d'espèces, et notamment des espèces à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment un élément très, très structurant et qui explique aussi voilà, la diversité et les enjeux que je vais vous exprimer par la suite. Cette activité, donc moi je m'exprime au nom de la production, mais elle est bien évidemment structurante à la fois d'un point de vue socio-économique, en termes de richesse créée, en termes d'emploi,
elle est aussi structurante des territoires sur lesquels ces activités sont implantées à terre, pas uniquement les territoires portuaires, hein, mais l'ensemble des territoires qui peuvent héberger des éléments tant sur la transformation que sur le transport des produits de la mer. Ce sont des activités qui, d'un point de vue production, sont des activités sous contrainte, hein. Sous contrainte parce que ben, il se trouve qu'il y a pas mal d'éléments environnementaux qui évoluent en ce moment. Voilà. On parlait de continuum terre-mer aussi à de nombreuses reprises dans ce débat. L'influence de la qualité des eaux sur la production halieutique est particulièrement notable. Il y a aussi des éléments de contrainte qui sont euh, plutôt d'ordre des inputs de la filière, en fait, hein, le prix de l'énergie, l'attractivité des métiers, le renouvellement de la flotte, tout ça, ce sont des grands défis, alors, qui ne sont pas l'objet de ce débat, mais que je vous mentionne comme élément d'acculturation aussi au sujet et aux éléments que je vais présenter par la suite. Et puis, il y a effectivement, alors, voilà, des enjeux aussi et des contraintes peut-être davantage géopolitiques liées au Brexit, entre autres, à la cohabitation entre flottilles françaises et étrangères, et ce, dans des espaces que parfois on n'imagine pas, y compris pas forcément très très loin des côtes de Loire-Atlantique, euh, pour des cohabitations avec des chalutiers belges, par exemple, quoi. Aujourd'hui, les deux grands enjeux, finalement, si je veux synthétiser, qu'il y a pour cette activité de pêche sur le volet production, c'est l'accès aux espèces et l'accès aux espaces. L'accès aux espèces, je vous en parle extrêmement rapidement, mais quelque part, on est à un point de bascule entre une très forte importance depuis la mise en place de la politique commune des pêches sur l'accès aux espèces, à une période où effectivement les stocks de poissons, c'est ainsi qu'on parle en halieutique, étaient dans un mauvais état, vraiment dans un mauvais état. Aujourd'hui, vous le voyez dans le petit figuré avec les poissons là, qui est en haut à droite de la diapositive. On est dans une situation où la majorité des espèces sont gérées de manière durable. Ce volet-là est donc un volet qui, alors, sera toujours présent et sur lequel il y a toujours à faire des efforts. Mais malgré tout, cet accès aux espèces commence à être en partie sécurisé. Ce qui est aujourd'hui insécurisant et représente un énorme défi pour les activités de pêche, c'est l'accès aux espaces. Vous avez un exemple de cartographie, alors peut-être, enfin, j'espère qu'elle sort mieux sur votre écran que sur le mien, mais de cartographie des usages et zonages présents dans les eaux de la façade Namo, euh, où on se rend compte effectivement que, notamment dans l'espace côtier, mais ce n'est pas le seul espace concerné, on a une saturation d'usages et de zonage qui amène des difficultés simplement à avoir des territoires de pêche pour pouvoir capturer les espèces qu'on a le droit de capturer. Hop, j'en arrive au cœur. Euh, bon, les marins pêcheurs sont donc, vous l'aurez compris, quelque part les premiers demandeurs, hein, finalement, de visibilité de cet accès à l'espace. Voilà. Et en ce sens, ils sont demandeurs de planification. Pour s'y inscrire de manière pertinente, donc nous avons précédemment participé à l'émergence des premiers éléments de planification dans le premier round DSF, mais en préparation du second round du DSF, euh, on a effectivement, en s'appuyant sur l'expertise scientifique et technique à Nantes Université, des géographes et des économistes, on a travaillé sur la représentation de l'emprise spatiale et des enjeux des activités de pêche dans l'espace, pour poser finalement ces éléments-là au débat et faire valoir finalement les besoins pour la pérennité des activités. Donc, on s'est appuyé sur voilà, des données multisources, des données robustes. Valpena, effectivement, en est une. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Mais voilà, on a cartographié différents indicateurs, l'emploi généré par les unités d'espace, la dépendance économique des navires, les volumes, les valeurs produites, la fréquentation au nombre de navires, bref, autant de petits pixels hein, qui finalement composent l'image de ce qu'est la pêche à l'échelle de cette façade. Euh, donc les marins pêcheurs ont surtout cherché à aller au-delà de ces petits pixels et à présenter donc non pas des éléments de déroulement, parce qu'un nombre de navires, ça veut dire quelque chose, mais ça ne veut pas tout dire, et à présenter vraiment ce que sont leurs zones d'importance, finalement, leurs zones d'importance pour garantir la pérennité des activités de pêche. Voilà.
Cet élément-là, c'est ce que je vais vous présenter par la suite. La méthode qui a été utilisée, elle repose en fait sur la composition de différents indicateurs, hein, qui relatent finalement de la durabilité du projet à travers une approche économique, une approche sociale et une approche environnementale. Donc, les zones d'importance le sont à ces trois titres dans ce que je vais vous montrer par la suite. Voilà une première carte résultat de ce que sont ces zones d'importance pour les navires qui ont exercé une activité uniquement dans la façade Namo. Donc c'est la façade, hein, que vous retrouvez dans ce secteur-là. C'est plus large effectivement que le périmètre géographique peut-être auquel vous êtes référé. Mais à cette échelle-là, et pour ces navires, on observe plusieurs choses. Que tout l'espace maritime, en fait, est soumis à débat et concerné par les activités de pêche. Premier point. Le deuxième, c'est que les navires de pêche, même s'ils sont relativement faiblement dimensionnés dans cette interrégion Bretagne-Pays de la Loire, leur zone d'importance déborde largement, hein. Et en ce sens-là, tout comme il y a une forme de cassure dans nos traitements des thématiques entre terre et mer, il y a aussi une forme de cassure finalement administrative et géographique entre le sud Atlantique, c'est-à-dire l'Aquitaine, et puis le bloc Bretagne-Pays de la Loire, par exemple. Et ça, c'est vraiment un élément sur lequel et la CPDP et l'État doivent, à notre sens, contribuer à faire décloisonner un peu les discussions. Et ce qu'on observe dernièrement, c'est qu'on a effectivement un gradient d'importance euh, qui est décroissant finalement des côtes vers le large, en lien avec le fait que 75 à 80% des navires sont des petites unités qui ne peuvent pas aller très loin de la côte finalement. Si je zoome rapidement à l'échelle NAMO, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des zones stratégiques de très forte importance dans le golfe normalo-breton, dans le secteur Nord-Bretagne, et puis pour ce qui vous concerne peut-être davantage, sur une bande côtière assez épaisse, hein, finalement, dans tout le nord du golfe de Gascogne. Voilà. Ces zones-là sont des zones, comme vous l'avez compris, qui sont indispensables finalement à la pérennité des activités de pêche. Et en ce sens, pour basculer sur le volet positionnement, les marins-pêcheurs ont quand même l'impression que les velléités, notamment à travers la politique de conservation, la mise en place des LPF, la politique de déploiement de l'éolien en mer, viennent complètement bousculer en fait le premier exercice de planification qui est en cours d'application, voilà, et viennent déséquilibrer les solutions qui avaient été collectivement trouvées. L'impression, pour le dire avec les mots qui ont été utilisés hier soir, c'était on cherche à remplacer une production par une autre, à remplacer une production halieutique par une production énergétique notamment. Je vais volontairement dans la caricature, mais je vous retrace ce qu'ont pu exprimer les marins-pêcheurs hier. Et d'ailleurs, quand on regarde cette carte superposant les zones produites, alors je sais bien que ce ne sont pas des productions des syndicats d'énergéticiens, ni FR, ni SER, mais bien des cartes produites par l'État. On se rend compte que la majorité des zones jugées propices à l'horizon 2035 se trouvent dans les zones d'importance pour la pêche. Le sujet notamment des extensions de parcs, que ce soit celui du banc de Guérande ou celui du plateau des Bœufs, est un sujet qui est absolument inconcevable de notre côté, dans la mesure où, particulièrement sur ces espaces-là, la communauté locale de pêcheurs a beaucoup concédé. Bon, il faut trouver des solutions certainement autres. Dans tous les cas, la solution qui est proposée, elle est jugée inconcevable. Voilà. Les marins-pêcheurs jugent que c'est effectivement à l'État de créer ces conditions de vivre ensemble et de cohabitation en mer, et que pour cela, il y a certainement différents leviers en fait à activer. On a notamment un vrai verrou technologique, hein, enfin, je ne remets pas l'existence du verrou en cause du tout, hein, mais autour de la capacité de raccordement en fonction de critères de bathymétrie et de distance à la côte, qui aujourd'hui empêchent d'accéder à des zones où de l'acceptabilité serait envisageable côté pêche. Peut-être qu'il faut réfléchir autour de ça, à la fois favoriser de l'accélération technologique. C'est certainement facile à dire, hein, de loin quand on n'est pas ingénieur chez RTE, mais euh, ça reste une idée qui nous semble être à creuser. Et puis, dans tous les cas, certainement aussi adapter ce calendrier de déploiement
à la maturité des technologies qui permettront d'accéder à des espaces où il y aurait de l'acceptabilité. Voilà pour une rapide, bien que trop longue, j'ai bien compris, présentation des éléments que je pouvais vous faire en l'état. Euh, Si on me reporte des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci pour votre Merci. attention.